Tibet, monastère de Sera, 1987. Un moine bouddhiste nommé Palden Gyatso est libéré après 33 ans de prison et de torture dans les geôles chinoises. 33 ans d'électrocution, de privation sensorielle, de violence quotidienne. Les psychiatres occidentaux qui l'examinent s'attendent à trouver un homme brisé, un trouble de stress post-traumatique sévère, une personnalité fragmentée par la souffrance. Mais contre toute attente, ils trouvent quelqu'un d'autre. Ils trouvent un homme dont la compassion pour ses tortionnaires est restée intacte, un homme qui médite chaque jour pour le bonheur de ceux qui l'ont torturé, un homme qui rit facilement, qui dort même paisiblement. Alors comment est-ce possible ? Comment est-ce qu'un être humain peut-il traverser 33 ans d'horreur absolue et en ressortir non pas détruit, mais transformé ? Alors que, pendant ce temps, toi et moi, on passe des années à ruminer en thérapie pour gérer une remarque blessante de notre mère pendant le Noël 98. On lit 47 bouquins de développement personnel pour guérir notre enfant intérieur. On paie des coachs pour nous aider à trouver notre vrai moi. Et on reste essentiellement les mêmes. Alors voilà toute la question qui va hanter cet épisode. Est-ce que les transformations radicales existent vraiment ? Ces basculements complets, ces renaissances spectaculaires ? Paul qui devient Saul sur le chemin de Damas, l'alcoolique qui arrête du jour au lendemain après 20 ans d'addiction, la personne traumatisée qui après une expérience psychédélique ne reconnaît plus sa vie d'avant. Sont-ce des mythes ou des histoires qu'on se raconte pour ne pas affronter cette vérité terriblement banale, que le changement, le vrai, est lent, progressif et très ennuyeux ? Spoiler alert, les deux réponses sont vraies. Et c'est précisément cette contradiction qui va nous révéler comment fonctionne vraiment la transformation profonde. Bienvenue dans Hypnose et Hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Dans les premiers épisodes, nous avons exploré le paradoxe du changement. Ce changement constant qui arrive sans le vouloir, mais ce changement qu'on désire profondément qui nous semble impossible. Nous avons vu que tu n'es pas une personne, mais une famille dysfonctionnelle en guerre permanente. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous allons explorer les cas extrêmes, les transformations radicales, les conversions soudaines, les renaissances spectaculaires. Ces moments où quelqu'un semble vraiment devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Et nous allons démêler tout ça, démêler ce qui relève peut-être de la légende et ce qui relève de la science. Parce que les deux coexistent et comprendre comment, ça va changer notre façon d'envisager nos propres transformations. Respire avec moi un instant. Pense à une version de toi que tu as été autrefois. Pas il y a 6 mois, il y a plus longtemps. Il y a 10, peut-être 15 ans. Cette personne que tu étais, existe-t-elle encore ? Ou est-ce que tu es devenu quelqu'un d'autre sans même t'en rendre compte ? Car voilà notre paradoxe, nous changeons radicalement tout le temps, mais nous sommes aveugles à nos propres transformations. Nous les voyons chez les autres, oui, mais jamais en nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment les regarder. Les conversions foudroyantes. L'illusion de la soudaineté. Commençons par le cas le plus célèbre de transformation radicale de l'histoire occidentale. Saül de Tarse, en l'an 33 ou 36, je sais plus, après Jésus-Christ. Un persécuteur zélé des premiers chrétiens, un violent, convaincu, impitoyable. Sur le chemin de Damas, une lumière aveuglante, une voix, une vision. Et en quelques secondes, littéralement, Saül devient Paul. Le persécuteur devient apôtre, le bourreau devient martyr.
et pendant 2000 ans ce récit a été interprété comme un miracle divin. Mais en 1902, un psychologue américain a osé poser une question dérangeante. William James, professeur à Harvard, vient de publier ce qui deviendra l'une des œuvres fondatrices de la psychologie de la religion, les variétés de l'expérience religieuse. Il y compile et analyse des centaines de témoignages de conversions religieuses soudaines à travers les siècles et les cultures. James écrit « Lorsque se produit une conversion subite, l'examen attentif révèle toujours que le terrain avait été préparé de longue date. Ce que nous appelons conversion n'est que l'émergence dans la conscience d'un processus qui se déroulait depuis longtemps dans les régions subliminales de l'esprit. Il était déjà autre depuis longtemps sans le savoir. Voilà le secret. Les transformations foudroyantes ne sont jamais vraiment soudaines en réalité. Elles sont l'aboutissement visible d'un processus long et souvent invisible. Imagine un iceberg. Non, je déconne. Imagine une plaque tectonique. Pendant des années, la pression s'accumule. Millimètre par millimètre, la tension monte, invisible, souterraine. Et puis un jour, crac, un tremblement de terre. En surface, ça semble soudain, foudroyant, miraculeux. Mais sous terre, la pression s'accumulait depuis des décennies. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Élise, qui ne s'appelle toujours pas Élise. Élise a 52 ans. Elle est cadre sub dans une banque, elle a 25 ans de carrière dans la même boîte. Et quand elle arrive en consultation un après-midi de novembre, elle est encore sous le choc. Elle s'assoit, ses mains tremblent légèrement en tenant son verre d'eau, et elle porte toujours son badge autour du cou. Puis elle me dit « J'ai quitté mon poste, du jour au lendemain, c'était hier. J'ai démissionné par email, sans plan B, sans filet de sécurité. Ma famille pense que j'ai pété un plomb, mon mari m'a demandé si je faisais une dépression, et moi non plus, je comprends pas ce qui m'arrive. » Et elle dit tout ça en riant un peu nerveusement, ses yeux sont rouges. Et bien sûr, moi je la questionne, vient l'interrogatoire. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé avant hier matin? Et elle réfléchit. Pour elle, avant, rien de spécial. Ok? Et la semaine d'avant encore. Elle réfléchit, puis elle me dit quelque chose du genre « Oui, normal. Enfin, oui, j'ai eu une migraine ophtalmique le mercredi. Donc j'ai dû m'enfermer dans mon bureau dans le noir. Et ça m'arrive de plus en plus souvent. » Ok, on continue à remonter le temps. Et le mois d'avant alors? Et là, silence. Elle fixe son verre d'eau. Je me souviens qu'on était à table avec mon fils un dimanche, et puis il m'a regardé et il a dit « Maman, t'as l'air toujours crevée, t'es jamais vraiment là, même quand t'es là. » Et là, bien sûr, on voit l'émotion, on voit les larmes qui montent aux yeux d'Élise. Elle a répondu à son fils que c'était temporaire, qu'elle avait beaucoup de travail en ce moment et que ça allait se calmer. Sauf qu'elle était bien consciente qu'elle lui disait ça à son fils depuis qu'il a 8 ans, alors qu'il en a 17. 9 ans à dire que c'est temporaire. Et on continue à creuser lentement comme on pèle un oignon. Et 4 ans avant son réveil miraculeux, son père était mort d'un infarctus. Mort à 63 ans, dans son bureau. Elle avait pris 3 jours de congé pour l'enterrement. Le 4e, elle était au bureau, à 8 heures. Élise pensait que ça ne lui arriverait jamais. Elle se disait « mais moi, ça m'arrivera pas, je gère mon stress ». Papa, lui, ne gérait pas. Sauf que 2 ans avant, son cardiologue lui avait montré des résultats un peu inquiétants. Élise avait une tension bien élevée, un taux de cortisol bien au-dessus de la normale, et son médecin l'avait averti que si elle ne changeait rien, elle risquait d'avoir de gros soucis. Elle avait hoché la tête, pris l'ordonnance, tout en continuant à bosser 70 heures par semaine. Un an avant, elle s'était surprise à pleurer dans les toilettes du bureau, régulièrement, de plus en plus souvent. Elle s'enfermait, elle pleurait silencieusement 10-15 minutes, puis elle se remaquillait et retournait en réunion. 6 mois avant, elle faisait un malaise en pleine réunion. Une tension trop élevée, on avait même appelé les pompiers. On lui avait dit « Reposez-vous, madame, au moins une semaine ». Qu'a-t-elle fait? Elle est revenue le lendemain travailler. Pour elle, c'était juste un coup de chaleur. Et 1 semaine avant le jour J, son fils lui avait dit « Maman, je sais même pas sur quoi tu travailles. En fait, je réalise que je sais même pas ce que tu fais. T'en parles jamais, enfin, si, tu dis que t'es stressée et que t'as du boulot, mais dans le fond, moi, je sais même pas ce que tu fais. » Et elle avait regardé son fils et réalisé que, elle non plus en fait, elle savait plus. Et puis vint ce lundi matin, réveil 6h30, douche, café, tailleur gris, RER, métro, 52 minutes. Elle arrive devant son immeuble de bureau, à 8h30, la tour de verre où elle travaille depuis 25 ans. Elle fait 3 pas vers l'entrée et quelque chose en elle dit « Non ». Pas une petite voix, un non viscéral qui monte depuis son ventre et qui explose dans sa poitrine. Ses jambes refusent d'avancer, littéralement. Elle essaie de faire un pas de plus et son corps ne bouge plus. Elle fait demi-tour en tremblant. Elle rentre chez elle, ouvre son ordinateur, écrit une lettre de démission, 3 paragraphes. Il est 10h, elle referme son ordinateur. Et elle reste là, assise, à regarder par la fenêtre, pendant des heures. Et le lendemain, elle est là, avec moi. Et elle me regarde avec ses yeux rouges, en me disant qu'elle ne comprend pas du tout ce qui s'est passé.
que c'était comme si son corps avait pris la décision sans même la consulter et lui demander son avis. Mais en réalité, ce qui s'est passé pour Élise, c'est que c'est pas quelque chose qui a craqué, là, hier matin. C'est quelque chose qui craquait depuis des années et des années. Et hier, c'était juste la dernière fissure. Donc tu vois ce pattern, Élise n'a pas changé en un instant. Son corps hurlait, son cœur suppliait, ses proches l'avertissaient. Mais elle ne les entendait pas. Et un jour, la structure interne s'est effondrée. Pas parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, non, du tout, mais parce que tout ce qui s'était passé avant avait fragilisé l'édifice. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et non, elle n'est pas miraculeuse cette goutte d'eau, c'est juste que c'est la dernière. Donc la transformation soudaine d'Élise était en préparation depuis des années, on le comprend. C'est juste qu'elle avait refusé de la voir venir jusqu'à ce que son corps décide pour elle. Les expériences de mort imminente, la réinitialisation cérébrale. Parlons maintenant de ce qui se passe quand le cerveau frôle l'extinction complète. Université du Michigan, une équipe dirigée par le Dr Jimo Borjigwin, neurochimiste, publie dans Proceedings of the National Academy of Science une étude qui va sidérer la communauté scientifique. Ils ont étudié les ondes cérébrales de rats au moment exact de la mort clinique. Oui, pauvre petit rat, je sais. Le protocole était rigoureux. Un arrêt cardiaque induit, un EEG haute résolution, une mesure milliseconde par milliseconde de l'activité neuronale. Ce qu'ils ont découvert défie toute logique intuitive. Dans les 30 premières secondes après l'arrêt cardiaque, l'activité cérébrale n'a pas diminué. Oh non, elle a explosé. Les ondes gamma, celles qui sont associées à la conscience supérieure, à l'intégration d'informations complexes, aux états méditatifs profonds, étaient 8 fois plus intenses qu'à l'état d'éveil normal. 8 fois plus intenses, ces ondes gamma. Et pendant quelques instants, juste avant l'extinction, le cerveau entre dans un état d'hyperconscience jamais observé dans des conditions normales. Le docteur Borjigwin écrit dans sa conclusion. Ces résultats suggèrent que le cerveau mourant est capable d'une activité électrique bien organisée. Cette activité gamma élevée pourrait représenter un corrélat neuronal des expériences de mort imminente rapportées par les survivants. En gros, c'est comme si juste avant de s'éteindre, un ordinateur faisait tourner tous ses programmes à la fois. Une dernière flambée, un dernier feu d'artifice neuronal. Et dans cette hyperconscience, quelque chose de fondamental peut se réorganiser. Alors laissons maintenant reposer en paix nos pauvres petits rats de labo. Parlons d'une femme qui a vécu ce pic gamma et qui est revenue pour le raconter. Anita Moorjani, février 2006, hôpital Queen Mary, Hong Kong. Je vais te raconter son histoire en détail. Pas parce que c'est un miracle mystique, mais parce que c'est un cas clinique documenté qui illustre parfaitement ce dont on parle maintenant. Février 2006 donc. Anita a 46 ans. Elle est en phase terminale d'un lymphome hodgkinien, un stade où on ne parle même plus de traitement, on parle juste de soins palliatifs. Les tumeurs ont envahi ses poumons, son foie, ses os. Elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus manger et chaque respiration est une torture, clairement. Elle ne pèse plus que 38 kg pour 1m63 et ne ressemble plus qu'à un squelette recouvert de peau jaunie. Son mari Danny l'emmène aux urgences de l'hôpital Queen Mary un matin de février. Elle ne répond plus, elle glisse dans le coma. Et là, les médecins lui donnent quelques heures, tout au plus, ou peut-être quelques jours si elle a de la chance. Ils installent son mari Danny dans la salle d'attente et puis ils lui suggèrent d'appeler la famille. Oui, pour dire au revoir. Anita plonge dans le coma. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce qui suit est tiré de ses interviews documentées devant des panels de médecins, de psychiatres, de journalistes. C'est pas une histoire qu'elle a racontée une seule fois, c'est un témoignage cohérent répété pendant des années. Anita dit qu'elle est sortie de son corps. Et elle se voit allongée dans le lit d'hôpital, elle se voit jaune, émaciée, branchée à des machines qui bipent. Elle voit les infirmières qui entrent et qui sortent, elle voit leur visage inquiet. Elle flotte dans le couloir, elle voit son mari Danny dans la salle d'attente. Elle le voit pleurer. Il a la tête dans les mains et il porte son pull bleu, celui qu'elle lui a offert pour son anniversaire. Elle voit son frère arriver en courant dans le couloir, il vient de l'aéroport. Il est en sueur, il demande aux infirmières « Est-ce que je suis là à temps ?» Et bien plus tard, quand elle se réveillera, elle décrira ces scènes à son mari et à son frère, avec des détails, ces détails impossibles à connaître. Le pull bleu, la sueur sur le front de son frère, les mots exacts qu'il a prononcés à l'infirmière. Ils seront sidérés. Mais le plus important là-dedans, ce n'est pas ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a ressenti. Elle dit qu'elle a ressenti une expansion de conscience qu'elle ne peut décrire avec des mots humains.
comme si elle était devenue tout, juste le tout. Elle n'était plus Anita, elle était la chambre, elle était les infirmières, elle était son mari, elle était l'hôpital, elle était la ville, elle était l'univers entier. Et dans cet état, elle a compris quelque chose. Elle a compris que sa maladie était liée à sa peur, à des années de vie en retrait, à essayer d'être assez bien, à se rendre petite, à nier qui elle était vraiment, à porter les attentes de sa famille indienne traditionnelle, à s'excuser d'exister. Alors dans cet état, qu'elle décrit comme entre la vie et la mort, elle a eu comme une sorte de réinitialisation, un reset complet de sa relation à elle-même, à la vie, à la peur, à la mort, à l'amour. Et elle a fait un choix. Elle pouvait rester là-bas, dans cette expansion infinie, dans cette paix totale. Ou alors elle pouvait revenir, dans ce corps ravagé, dans cette vie douloureuse. Et si elle a témoigné, tu t'en doutes, c'est qu'elle est revenue. Pas par devoir, pas parce qu'elle a eu peur de mourir, mais parce qu'elle avait compris quelque chose. Elle voulait vivre. Alors, 30 heures après être entrée dans le coma, elle a rouvert les yeux. Son mari à côté d'elle, qui lui tenait la main, il pleurait. Elle a murmuré « Je suis revenue ». Et voici ce qui est médicalement documenté. En 5 jours, ses tumeurs avaient réduit de 70%. En 5 semaines, elle ne présentait plus aucun signe détectable de cancer. Les scanners étaient propres, les analyses de sang normales. Et ses médecins, y compris son oncologue le docteur T.K. Chan, n'avaient jamais vu une rémission aussi rapide et complète dans un cas aussi avancé. Bien sûr, ils ont publié son cas. Pas comme un miracle, mais comme une rémission spontanée inexpliquée. Ouais, on n'est pas lourde quand même, faut pas déconner. Ils ont utilisé le mot inexpliqué 6 fois dans ce rapport. Mais le plus troublant pour nous aujourd'hui, ce n'est même pas la guérison physique, c'est la transformation psychique. Anita dit qu'elle est revenue différente, que la personne qui s'est réveillée du coma n'était plus la même que celle qui était entrée. Qu'avant elle était timide, effacée, terrifiée par le jugement, obsédée par ce que les gens pensaient d'elle, alors qu'après, elle ne ressent plus aucune peur, plus aucune. Même pas la peur de la mort, même pas la peur du jugement, du rejet, de ne pas être assez, de décevoir, de prendre trop de place, plus rien. Toutes ses croyances limitantes s'étaient évaporées pendant ces 30 heures de coma. Ses priorités avaient basculé à 180 degrés. Alors avant, elle devait plaire, se conformer, être correcte, et après, vivre authentiquement, sans excuses, sans filtre. Et elle raconte « Je suis morte à qui j'étais, et quelqu'un d'autre est revenu, quelqu'un que j'aurais dû être depuis le début, mais que j'avais enfoui sous des couches de peur et de conformité. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, réellement? Est-ce un délire mystique dû à l'hypoxie cérébrale? Une hallucination provoquée par un cerveau en train de mourir? Eh ben, peut-être, probablement en fait. Les neuroscientifiques diraient probablement que son cerveau, privé d'oxygène, a déclenché une cascade de neurotransmetteurs. DMT endogènes, peut-être, créant cette expérience transcendante. Mais voici ce qui est fascinant. Ce qui compte, c'est que son cerveau, dans cet état de pic d'onde gamma, dans cette hyperactivité neuronale avant l'extinction, a littéralement recablé certaines connexions profondes. Les circuits neuronaux qui maintenaient sa peur en place se sont dissous, les croyances qui la limitaient se sont effondrées. Son default mode network, le réseau de mode par défaut, celui qui gère le sens du moi et toutes les ruminations qui vont avec, s'est temporairement éteint. Et quand il s'est rallumé, il s'est recablé différemment. En 2014, une étude publiée dans Frontiers in Human Neuroscience par une équipe de l'Université de Liège a analysé 154 cas d'expériences de mort imminente documentées. Voici leur conclusion. Les expériences de mort imminente semblent déclencher des changements durables dans les valeurs, les croyances et les comportements. 68% des survivants rapportent une diminution significative de la peur de la mort. 73% rapportent une augmentation de leur sens du but et de la signification de leur vie. 82% rapportent une plus grande appréciation de la vie quotidienne. Et ces changements persistent en moyenne 20 ans après l'événement. 20 ans. On ne peut pas parler d'un placebo là. Mais attention, toutes les expériences de mort imminente ne produisent pas cette transformation, car cette même étude montre que seulement 23% des survivants montrent une transformation profonde et durable. Et positive, bien sûr. Et les autres, soit ils retrouvent progressivement leur fonctionnement d'avant, soit ils développent un syndrome de stress post-traumatique lié au trauma de la mort frôlée. Autrement dit, oui, l'expérience extrême ouvre la porte. Mais ce que tu fais après, comment tu vas l'intégrer, comment tu vas lui donner du sens et quel soutien tu vas recevoir, c'est ça qui va déterminer si tu traverses cette porte
ou si tu la refermes. Et Anita, on peut dire qu'elle a eu beaucoup de chance, oui, car elle a pu donner un sens spirituel à son expérience. Elle a été soutenue par son mari, par sa famille. Elle a aussi écrit un livre qui l'a aidée à intégrer cette expérience. Et puis ensuite, elle a rejoint une communauté de survivants d'expériences de mort imminente. Et sans cette réintégration post-expérience, même le pic gamma le plus beau, le plus intense possible, ne garantit rien, car le cerveau peut se recabler ou se retraumatiser. La porte peut s'ouvrir sur la transformation ou sur le chaos. Les psychédéliques. Dissoudre l'ego sans filet de sécurité. Et maintenant, parlons de ce qui se passe quand on déclenche volontairement cette dissolution du moi. Quelle bonne idée. Sans être au bord de la mort, sans attendre un accident neurologique, juste en ingérant une molécule. Les psychédéliques. Imperial College de Londres. L'équipe du docteur Robin Carhart-Harris publie dans Proceedings of the National Academy of Science une découverte qui va révolutionner notre compréhension des psychédéliques. En observant des cerveaux sous psilocybine avec IRM fonctionnel, ils ont vu quelque chose d'inattendu. La psilocybine diminue drastiquement l'activité dans le mode par défaut du cerveau. Je réexplique si t'as pas capté, ce réseau du mode par défaut, c'est l'ensemble des régions cérébrales qui s'activent quand tu ne fais rien. Ça veut dire quand tu rêvasses, quand tu rumines, quand tu penses à toi, à ton passé, à ton futur, quand tu te racontes des histoires sur qui tu es, qui tu pourrais être, etc., etc. En gros, ce mode par défaut, c'est le réseau de l'ego, c'est le réseau du moi, de l'autocritique, de la rumination et de l'identité narrative dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Et sous psilocybine, ce réseau s'éteint presque complètement. Et simultanément, d'autres régions cérébrales, qui normalement sont isolées les unes des autres par ce réseau, commencent à communiquer de façon anarchique. Alors le cerveau sous psilocybine ressemble au cerveau d'un enfant. Il est hyper connecté, il est fluide, et sans toutes ces barrières rigides qui segmentent l'expérience adulte. Imagine ton identité comme une maison faite de Lego. Tu as construit cette maison pièce par pièce depuis l'enfance, et certaines elles sont très très belles, d'autres elles sont très moches, très toxiques, mais l'ensemble forme une structure cohérente et rigide. Les psychédéliques déclenchent un tremblement de terre contrôlé. Ils déconstruisent temporairement toute la structure. Donc tu redeviens quoi ? Un tas de briques de Lego éparpillées sur le sol. Et pendant quelques heures, c'est là la bonne nouvelle, tu peux rejouer avec tes briques, tu peux reconstruire autrement, avec une architecture différente. Ça a l'air super cool dit comme ça, non ? Mais voici ce qu'on ne dit pas. Cette déconstruction peut être terrifiante et vraiment, vraiment traumatisante. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme. Je ne peux pas te donner son nom, malheureusement, car elle a publié son témoignage sous anonymat pour protéger sa pratique. Appelons-la Dr Marie. Car oui, Dr Marie est thérapeute, c'est une clinicienne. Elle travaille maintenant dans le domaine des psychédéliques. Elle forme des facilitateurs de psilocybine en Oregon, elle prescrit de la kétamine pour traiter la douleur chronique et les troubles de l'humeur. Donc elle croit profondément au potentiel thérapeutique des psychédéliques. Mais il y a quelques années, elle a vécu quelque chose qui a failli détruire cette conviction. Quelque part sur la côte ouest américaine, une retraite d'ayahuasca. 3 nuits. Marie y va avec son partenaire, elle connaît les organisateurs, ce sont des facilitateurs expérimentés, formés pendant des années au Pérou et respectés par leur père. Le cadre est impeccable, une belle maison en bois dans la forêt, un cercle de 12 personnes, de la médecine pure préparée selon les protocoles traditionnels. Musique douce, bougies, couverture. Les 2 premières nuits se passent relativement bien. Elle a des visions, des grosses prises de conscience, des pleurs cathartiques. Et Marie sent qu'elle commence à toucher quelque chose de très profond. 3e nuit, la nuit qui va tout changer. La première moitié de la cérémonie est trippy, étrange mais belle. Marie voit des motifs géométriques, elle voit des couleurs qui n'existent pas, des couleurs impossibles, et elle se sent connectée, ouverte. Alors le chaman propose une 2e dose. Et Marie accepte. 30 minutes plus tard, quelque chose bascule. Marie sent que Marie, la thérapeute californienne, la femme de 35 ans avec son histoire, son métier, sa personnalité, commence à se dissoudre. Et au début, c'est pas inintéressant, hein. Elle se dit « Ah, c'est ça la mort de l'ego. J'en ai beaucoup entendu parler. » Sauf que ça ne s'arrête pas là. Ça continue, ça s'accélère, ça devient violent. Elle sent les couches de son identité se décoller, une par une, brutalement. Son nom, son métier, ses souvenirs, ses peurs, ses désirs, ses relations, tout s'efface. Elle panique, totalement. Elle essaie de se raccrocher en se disant « Non,
je suis Marie, je suis Marie, je... » Mais c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Et plus elle résiste, pire c'est. Et puis quelque chose d'horrible se produit. Elle ne sent plus son corps, elle ne sait plus où elle ne sait plus qui elle est. Il n'y a plus de elle, juste une terreur pure, une terreur sans objet, sans sujet, une terreur existentielle absolue. Dans son témoignage publié sur le site Psychedelic Support, Marie écrit, et je vais te lire ces mots exacts parce qu'ils sont importants. Elle nous dit « Je ne vais pas décrire l'expérience en détail, mais je vais dire 2 choses. Premièrement, j'ai senti mon système nerveux être violé à répétition. Et deuxièmement, je peux maintenant comprendre absolument pourquoi les personnes en psychose choisissent parfois de mourir par suicide. » Quand les facilitateurs ont vu que Marie allait pas bien, ils l'ont sortie du cercle. Ils l'emmènent dehors, ils essaient de la calmer. Mais elle n'est pas ok. Et elle ne sera pas ok pendant très longtemps. Elle le dira elle-même, qu'elle a eu besoin de beaucoup de temps et de soutien pour se remettre de cette expérience. Et elle avait de la chance, elle avait un partenaire aimant, une famille soutenante, des amis thérapeutes, un réseau bien solide. Mais malgré tout ça, ça lui a pris des années pour intégrer ce trauma. Des années avant de reprendre des psychédéliques. Bon, moi personnellement, j'aurais jamais fait ça, mais bon. Et des années avant de pouvoir en parler sans que son système nerveux se réactive. Et voici ce qui est très important à retenir. Marie n'avait pas de facteur de risque évident, elle n'avait pas d'antécédent psy, elle n'avait pas de trouble bipolaire, pas de schizophrénie latente, elle avait juste un trait de personnalité qu'on pourrait appeler neuroticisme élevé. Je t'explique. Le neuroticisme, c'est donc un trait de personnalité qui est associé à l'instabilité émotionnelle, à l'anxiété, à la dépression et à la vulnérabilité au stress. Ce qui veut dire que ces personnes qui ont un score élevé sont souvent décrites comme étant plutôt émotives, sensibles ou réactives aux situations stressantes. Mais c'est loin d'être une pathologie, c'est juste un trait de caractère. Voici une étude publiée dans Personality and Individual Differences par l'équipe de Roland Griffiths à Johns Hopkins. Ils ont analysé les facteurs prédictifs de Challenging Experience, ces expériences difficiles sous psilocybine. Résultat, les personnes qui scorent le plus haut sur cette échelle de neuroticisme, c'est-à-dire les personnalités anxieuses qui ont tendance à ruminer, qui ont du mal à lâcher prise, ont significativement plus de risques de vivre des expériences traumatiques sous psychédéliques. Pourquoi ? Parce que si leurs pensées négatives émergent pendant le trip, elles se retrouvent prises dans des boucles d'amplification négative. La peur génère plus de peur, l'angoisse génère plus d'angoisse, c'est une spirale. Si tu es sujet ou sujette à l'anxiété, tu vois très bien de quoi je parle. Une autre étude publiée dans Journal of Psychopharmacology a analysé 1993 personnes ayant utilisé des psychédéliques. Les résultats sont plutôt sobres. Environ 10% ont mis leur vie ou celle des autres en danger pendant l'expérience. 2,5% ont agi de façon violente ou agressive. Et 2,7% ont cherché une aide médicale d'urgence. Et voici le chiffre le plus glaçant. 5 personnes dans cet échantillon ont tenté de mettre fin à leur jour pendant l'expérience. 5 personnes qui avaient déjà des antécédents d'anxiété, dépression ou d'idées suicidaires. Et les psychédéliques, ils ont juste amplifié ce qui était déjà là. Donc au lieu de guérir, hélas, ils se sont traumatisés. Mais la nuance est cruciale bien sûr, car 6 autres personnes du même groupe ont vu leurs idées suicidaires disparaître après leur trip. Donc voilà le paradoxe des psychédéliques. Même outil, résultat opposé selon le contexte. Et maintenant parlons de ce que personne ne te dit quand on parle de retraite à 3000 balles le week-end qu'on voit fleurir partout sur internet. Imagine, tu scrolles sur Insta. Tu vois une pub, transforme ta vie en une semaine, retraite ayahuasca au Costa Rica, photo magnifique, coucher de soleil sur la jungle, sourire béat, #healing, #transformation, #plante médecine. 3000 €, tout compris, vol non inclus. Tu t'inscris, tu es désespéré, tu as tout essayé. Thérapie, méditation, antidépresseurs, rien ne marche. Tu arrives au Costa Rica, une belle maison en bois, piscine, hamac, wifi, c'est beau. 20 participants, tous blancs, tous occidentaux, tous en quête de guérison. Et le chaman se présente. Il s'appelle Marc, il est américain, il a 32 ans, il a suivi une formation de 6 mois au Pérou. Pas d'évaluation psychiatrique préalable, pas de questionnaire sur tes antécédents médicaux. On ne te demande même pas si tu prends des antidépresseurs. On te fait juste signer une décharge de responsabilité en cas de problème, c'est pas de notre faute. Première cérémonie, tout se passe bien, vision, émotion, pleurs, rire, connexion, waouh, tu te dis ça marche, je vais guérir, trop bien. Deuxième cérémonie, un des participants commence à paniquer.
Vraiment paniqué, il hurle, il dit qu'il est en train de mourir, que les démons l'attaquent, qu'il ne retrouve plus son corps, qu'il est coincé dans une boucle infernale. Le chaman Mark lui dit de lâcher prise, de faire confiance au processus, à l'expérience. Mais le participant panique encore plus encore. Il se lève, il court vers la porte, il veut sortir, il veut fuir. 2 facilitateurs le retiennent physiquement. « Non, tu dois rester, c'est le travail de la médecine. » Mais il se débat, il pleure, il supplie qu'on le laisse partir. Et il n'y a pas de médecin sur place, aucun psychiatre, aucun protocole de crise. Juste des mantras New Age et des intentions positives. 3 heures plus tard, il est toujours en état de choc. Il est recroquevillé dans un coin, en position fétale, il tremble, il ne parle plus. Le lendemain, il fait sa valise et part, seul, sans dire au revoir. 3 mois plus tard, il est encore suivi en psychiatrie pour troubles dissociatifs induits par substance. Il ne reconnaît plus sa vie, il se sent déconnecté de son corps, de ses émotions, de sa réalité. Il dit qu'il aurait préféré rester déprimé plutôt que de vivre dans ce brouillard dissociatif permanent. Bref, tout ça pour dire que les retraites psychédéliques sans cadre médical sérieux sont vraiment des bombes à retardement. Pourquoi ? Parce que très souvent le cadre est inadéquat. Comme on le disait, il n'y a pas d'évaluation psy avant, il n'y a pas de médecin, pas de psychiatre sur place, et ce qu'on appelle des facilitateurs, ce sont des gens qui ne sont pas formés et qui ne répondent pas à un protocole de gestion de crise. Les contre-indications sont aussi ignorées. S'il y a un antécédent de psychose, de troubles bipolaires, de schizophrénie dans la famille, ça aussi c'est important à savoir. Idem pour les antidépresseurs ou qu'importe quelle autre molécule qui pourrait avoir une interaction dangereuse avec la dite substance, l'ayahuasca. Et pour finir, l'intégration est absente. Il n'y a pas de suivi post-expérience, il n'y a pas de thérapie pour intégrer ce qui a émergé. Donc bim, après tu retournes brutalement à une vie normale, sans transition. Donc je dis ça juste au cas où. Au cas où, si tu penses que la solution à tes problèmes est de prendre de l'ayahuasca en solo dans ta chambre après avoir regardé un docu Netflix, arrête tout de suite. Et si tu vois des influenceurs vendre des retraites transformation sans évaluation psychiatrique rigoureuse, fuis. Vite, demi-tour. Les psychédéliques ne sont pas des raccourcis magiques vers la transformation. Ce sont, oui, des outils puissants, potentiellement transformateurs, mais aussi potentiellement destructeurs. La différence, c'est l'accompagnement, l'encadrement et l'intégration. Et surtout, le respect absolu du fait que dissoudre son ego, même temporairement, c'est quand même vivre un peu une mort psychique. Et sans filet de sécurité, moi j'appelle ça juste de la roulette russe neurologique. Le trauma comme catalyseur. Quand la douleur forge une nouvelle identité. Revenons maintenant à une question dérangeante. Comment est-il possible qu'un homme comme Palden Gyatso, torturé pendant 33 ans, ressorte non pas brisé, mais transformé ? La réponse va te sembler contre-intuitive et peut-être même choquante, car le trauma extrême peut détruire ou reconstruire. Mais attention, je ne dis pas que c'est une bénédiction divine d'être traumatisé, pas du tout. Mon propos va être un petit peu plus nuancé et un peu plus complexe. Années 90, Université de Caroline du Nord. 2 psychologues, Richard Tedeschi et Laurence Calhoun, commencent à observer un phénomène étrange chez certains survivants de traumas sévères. Ils appellent ça la croissance post-traumatique, the post-traumatic growth, en anglais. Et ce n'est pas de la résilience. La croissance post-traumatique, c'est quelque chose de plus radical. Ça veut dire utiliser le trauma comme point de bascule vers une nouvelle configuration de soi. Dans leur livre, Trauma and Transformation, ils écrivent: la croissance post-traumatique ne se produit pas malgré le trauma, ni à cause du trauma, mais à travers le processus de lutte avec les conséquences du trauma. Ce n'est pas le trauma lui-même qui transforme, c'est la façon dont l'individu se confronte à la réalité que le trauma a fracturée. Les survivants rapportent 5 domaines de transformation. Une appréciation accrue de la vie, des relations interpersonnelles plus riches, un sens personnel accru de force intérieure, de nouvelles possibilités dans la vie et un éveil spirituel. Mais ces transformations ne sont accessibles qu'à ceux qui acceptent que l'ancien moi est mort et qu'un nouveau doit être construit. Ouais, quand même, l'ancien moi est mort et un nouveau doit être construit. Voilà le cœur. Le trauma détruit l'illusion de permanence, il pulvérise la fiction qu'on se raconte d'un moi stable. Et dans ce vide terrifiant, certains reconstruisent différemment. Il y a quelque temps, j'ai accompagné Sarah, 34 ans. Elle s'appelle pas Sarah. Rescapée des attentats du Bataclan en 2015. Elle était dans la fosse, près de la Seine, quand les tirs ont commencé. Elle a vu des gens mourir, elle a été blessée elle-même à l'épaule. Et elle a survécu, comme d'autres, en se cachant sous des corps. Pendant 2 ans après l'événement, elle a eu un syndrome de stress post-traumatique, très sévère. De l'hypervigilance constante, des attaques de panique plusieurs fois par jour et une incapacité à sortir de chez elle. Une incapacité à entendre de la musique et des cauchemars toutes les nuits. Elle a fait de l'EMDR, elle a fait des TCC et elle prenait des anxiolytiques. L'amélioration a été lente, elle a été douloureuse, en faisant souvent 2 pas en avant, 1 pas en arrière.
Et puis progressivement, quelque chose a commencé à changer. Et elle m'a dit quelque chose que j'oublierai pas. La Sarah d'avant est morte au Bataclan ce soir-là. Et j'ai mis 2 ans à accepter que je la retrouverai jamais. Et en fait, c'est une fois que j'ai accepté ça, que j'ai pu me demander, ok, bon, ça c'était avant, mais qui je veux être maintenant? Donc on ne peut pas, non, parler de guérison du traumatisme. Elle a utilisé la fracture pour se reconstruire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien des années plus tard, elle est devenue formatrice. Elle forme les soignants à l'accompagnement des victimes d'attentats. Elle a trouvé du sens dans tout ça, elle a créé une asso et elle donne des conférences. Et ce qui est incroyable, et c'est là qu'on voit qu'elle a fait énormément de chemin, c'est qu'elle-même dit qu'elle ne reviendrait pas en arrière, même si elle le pouvait. La Sarah d'avant était plus petite, plus fragile, plus naïve, alors que celle d'aujourd'hui, elle sait qu'elle peut endurer, qu'elle peut traverser mais tellement de choses. Parce qu'elle a vécu, en fait. La mort, elle l'a traversée. Alors elle sait ce qui compte, vraiment. Donc elle a moins peur qu'avant. Mais ce processus-là dont je te parle, il a pris des années. Il a pris des centaines d'heures de thérapie, TCC, de trauma. Ça lui a demandé d'un accompagnement psychiatrique pour ses symptômes aigus. Ça lui a demandé d'avoir un réseau de soutien qui était bien solide, la famille, des amis, des associations de victimes, des groupes de parole. Et surtout, son propre choix conscient, renouvelé chaque jour, d'utiliser sa douleur comme matériel de construction plutôt que comme prison. Elle a voulu y donner un sens. Et c'est pas arrivé tout seul, ce n'est pas arrivé parce qu'elle était forte ou résiliente par nature. C'est arrivé parce qu'elle a eu accès aux bonnes ressources, aux bons moments, et qu'elle a fait le choix, encore et encore, chaque jour, de vouloir transformer cette fracture. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace, c'est là que la transformation devient possible. Pas automatique, pas garanti et loin d'être facile. Juste possible. Le changement radical est toujours préparé. La théorie de la masse critique. Alors qu'est-ce que tous ces cas ont en commun? Les conversions religieuses, les expériences de mort imminente, les dissolutions psychédéliques, les croissances post-traumatiques. Elles ont une structure identique, une structure qu'on pourrait appeler la théorie de la masse critique. Dans cette théorie, il y a la phase 1, où il y a une phase d'accumulation. Pendant des mois, des années parfois, la pression s'accumule. Le système actuel ne fonctionne plus, mais la personne continue. Par habitude, par peur, par loyauté inconsciente. Et de l'extérieur, tout semble stable. Mais de l'intérieur, les fissures se multiplient. Tu vois, dans cette phase 1, il y avait Élise avec ses migraines, ses crises d'angoisse, ses avertissements médicaux, ses pleurs dans les toilettes. Et elle a continué, le masque professionnel qui tient. Personne n'a su, au travail. Et il y a eu Anita, qui a vécu des années en retrait, dans cette conformité étouffante, dans cette peur du jugement, et avec ce corps qui développe un cancer qui pour elle est peut-être la manifestation physique d'un conflit psychique non résolu. Et puis il y a Sarah, avant l'attentat, qui vivait dans une anxiété chronique non traitée. Et son trauma n'est pas arrivé dans un système stable, il a amplifié des failles qui étaient déjà présentes. Ensuite, on pourrait avoir la deuxième phase, ça va être l'événement catalyseur. C'est là où quelque chose se produit. Parfois quelque chose donc de dramatique, comme un traumatisme, une expérience de mort imminente, un trip psychédélique, ou parfois banal. Ça peut être une phrase anodine, un regard, ou juste un lundi matin ordinaire. Et ce n'est pas l'événement lui-même qui est magique, mais il arrive au moment où le système est prêt à craquer. Comme Élise ce lundi matin devant son immeuble de bureau, il n'y avait rien d'extraordinaire, il y avait juste 3 pas qu'elle ne pouvait plus faire. C'est son corps qui a dit non, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder ce vase accumulé pendant 5 ans. Et Anita, son arrêt cardiaque, le coma, c'est son cerveau qui est entré dans cet état de pic gamma, où tout son mode par défaut s'est éteint et son moi s'est dissous. Et puis le docteur Marie avec ses psychédéliques. Elle, le déclencheur, c'est cette deuxième dose d'ayahuasca, où là son réseau s'est éteint brutalement, son moi s'est dissous, et son neuroticisme élevé transforme cette dissolution en trauma plutôt qu'en libération. Vient ensuite la phase 3. La désintégration. C'est le moment où l'ancienne structure identitaire s'effondre, temporairement ou définitivement. Et c'est là le moment le plus dangereux et à la fois le plus opportun. Pour Élise, c'est toute la journée qui a suivi après sa démission, où elle était assise à regarder dans le vide, avec des pensées incohérentes, juste un vide, un effondrement de 25 ans d'identité professionnelle. Pour Anita, la désintégration, c'était dans ce coma, parce qu'elle n'existait plus. Il n'y a que cette expansion infinie, cette dissolution qu'elle a vécue dans le tout, où il n'y avait plus de peur, plus de séparation, juste une sensation d'être quelque chose. Et puis le docteur Marie, qui dit « je suis Marie », et puis plus rien, plus de moi. Cette terreur absolue, son système nerveux qui se sent violé, c'est une mort psychique vécue comme un trauma.
Et puis Sarah au Bataclan, sous les corps, dans la fosse. La Sarah normale, elle meurt ici. Celle qui croyait que le monde était globalement sûr, celle qui pensait que ça n'arrivait qu'aux autres, cette Sarah-là ne survivra pas. Et vient ensuite la phase 4, la phase de la réorganisation. Soit la personne reconstruit l'ancienne structure, un peu comme une rechute au point de départ, soit elle construit une nouvelle architecture identitaire. C'est cette phase-là, la plus complexe, qui nécessite du soutien, du temps et de l'accompagnement. Et Elise, ça a été plusieurs mois de thérapie, pour déconstruire son identité de femme de carrière et pour reconstruire quelque chose de « je peux être compétente et avoir des limites ». Et bien sûr, tu l'imagines, 6 mois plus tard, Elise n'est pas retournée dans son travail, elle bosse maintenant comme consultante indépendante, elle choisit ses heures, elle a plus de temps et elle est aussi mieux payée. Et pour Anita, elle revient avec une nouvelle architecture. Elle n'a plus de peur, elle n'a plus la peur du jugement, elle ne veut plus se conformer. Elle écrit un livre, elle donne des conférences, elle vit selon ses propres règles. Le docteur Marie, elle, il lui a fallu plusieurs années d'intégration, de thérapie, de soutien, et elle continue un travail avec d'autres psychédéliques dans des cadres sécurisés. Et aujourd'hui, elle continue à reconstruire, elle est toujours thérapeute, mais différemment, elle est un peu plus prudente, mais elle reconstruit. Et aujourd'hui, elle forme d'autres facilitateurs et met vraiment l'accent sur la sécurité. Quant à Sarah, après des années de thérapie, de MDR, de groupe de parole, de soutien psy, elle choisit, chaque jour, de transformer son trauma en force. Et elle, c'est par la formation, par la création d'une asso, et là, enfin, la nouvelle Sarah émerge des décombres de l'ancienne. Pour prendre une petite métaphore, imagine un verre d'eau parfaitement pur. Et tu peux le refroidir en dessous de 0. On appelle ça la surfusion. L'eau reste liquide même à -5, même à -10. Mais elle est dans un état d'instabilité extrême, cette eau. Et il suffit d'une vibration minuscule, un tout petit choc, voire un grain de poussière, et instantanément, toute l'eau se cristallise en glace. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces cas de transformation radicale. Pendant des années, on accumule de la surfusion psychique. On se maintient dans un état qui ne correspond plus mais qui reste stable. Enfin, jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout. Et puis il y a un événement, parfois minuscule, un grain de sable qui déclenche la cristallisation. Et du jour au lendemain, tu sembles devenir quelqu'un d'autre. Mais en réalité, tu étais déjà cette personne, depuis longtemps, sans le savoir. L'événement, en fait, n'a fait que révéler ce qui était déjà là, attendant juste le bon moment pour émerger. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche nous disait « Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter d'une étoile qui danse. » Les transformations radicales ne sont pas des miracles, ce sont des naissances qui sont douloureuses, sanglantes, chaotiques et parfois nécessaires. Alors après tout ça, après les conversions, après les expériences de mort imminente, les psychédéliques, les traumatismes, que reste-t-il sur ces métamorphoses radicales ? Car voilà ce que personne ne dit, elles exigent une mort, pas métaphorique, pas symbolique, non, une vraie mort psychique. La personne que tu es aujourd'hui doit accepter, dans ces cas-là, de cesser d'exister pour qu'une autre puisse naître. Et bien sûr, cette vérité, elle est impossible. Car quand on pense au changement, on pense au changement comme un upgrade, une amélioration, une meilleure version de soi-même, comme une mise à jour du logiciel. On te dit, vous êtes actuellement en version 2.3, voulez-vous installer la version 2.4 ? Amélioration, plus de confiance, moins d'anxiété, meilleure productivité ? Ouais, ça c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous propose. Mais les vraies transformations, en tout cas celles dont on a parlé aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas comme ça. Ce ne sont pas des ajouts, ce sont des destructions créatrices. Le poète libanais Khalil Gibran dans Le Prophète écrivait « Votre douleur est le brisement de la coquille qui enferme votre compréhension. De même que le noyau du fruit doit se briser pour que son cœur puisse s'offrir au soleil, ainsi devez-vous connaître la douleur. La coquille doit se briser, il n'y a pas d'autre chemin. » Et tu te souviens de Paldon Gyatso, dont je te parlais au début, ce moine qui a survécu à 33 ans de torture dans les prisons chinoises. Laisse-moi te raconter maintenant comment il a vraiment survécu, car ce n'est sûrement pas ce que tu crois. En 1959, Paldon Gyatso a 28 ans. C'est un jeune moine plein de certitudes. Il croit en la non-violence absolue, il croit en la compassion bouddhiste, il croit que le mal peut être vaincu par la bonté. Il a grandi dans un monastère, sa vie était faite de prières, de méditation, d'études des textes sacrés. Une vie protégée, ordonnée, prévisible. Et puis les Chinois envahissent le Tibet en 1950. Et en 1959, le soulèvement tibétain est écrasé. Les moines sont arrêtés par centaines. Paldon résiste, pacifiquement. Il refuse de renier le Dalai Lama. Il refuse de coopérer avec les autorités chinoises. Il refuse de dénoncer ses frères moines.
On l'emprisonne, et là commence l'horreur, électrochoc, encore et encore, des électrodes attachées à sa langue, à ses doigts, à ses organes génitaux. Privation sensorielle, des jours entiers dans une cellule noire de 2 mètres sur 2. Des coups, des humiliations publiques, des travaux forcés dans le froid glacial, des tortures. On lui dit que le Dalai Lama est mort, que le bouddhisme est interdit, que ses amis moines l'ont tous trahi. Et les premières années, Palden tient par ses convictions, par sa foi bouddhiste, sa certitude que le bien triomphe, sa croyance en la compassion universelle. Il prie même pour ses tortionnaires, il médite dans sa cellule, il maintient ses pratiques en secret. Mais à un moment, et lui-même ne se rappelle plus exactement, peut-être vers la 10e année, la 15e, quelque chose a craqué. Pas son corps, mais son identité. Ce moment où il réalise que le moine qu'il était, plein de certitudes naïves, de foi innocente, de croyances non testées par la réalité, que ce moine est mort. Ce moine est mort dans cette cellule de 2 mètres sur 2, mort sous les électrochocs, mort dans la privation de la douleur. Ce moine-là ne pourrait pas survivre à ce qui lui arrive. Et non, les certitudes confortables d'un monastère paisible ne tiennent pas face à 33 ans de torture. Alors il lâche prise, pas sur la vie, mais sur l'identité. Il accepte que Palden Gyatso, le jeune moine idéaliste de 1959, est mort, décédé. Et dans cette acceptation, quelque chose de nouveau peut émerger. Il intensifie sa pratique du Tonglen, cette méditation tibétaine où on inspire la souffrance du monde et on expire la compassion. Mais maintenant, ce n'est plus une pratique intellectuelle apprise dans les livres. C'est viscéral, c'est vital, et c'est sa seule façon de survivre sans devenir fou. Chaque jour, pendant ses tortures, il inspire la douleur, la sienne, celle de ses bourreaux, celle de tous les êtres piégés dans ce cycle de violence. Il inspire la douleur et il expire la compassion. Pour lui-même, pour ses tortionnaires, pour l'humanité entière prise dans l'ignorance et la souffrance. Et il dit qu'à partir de ce moment-là, quelque chose a changé. La douleur était toujours là, bien sûr, la torture était là. Mais il n'était plus le même homme qui les subissait. Il était devenu quelqu'un qui pouvait observer sa propre souffrance avec compassion. Quelqu'un qui pouvait ressentir de la compassion même pour ceux qu'il torturait. Parce qu'il comprenait qu'eux aussi étaient prisonniers. Prisonniers d'une idéologie, de la peur, de leur propre conditionnement, de leur propre ignorance. Alors le Palden Gyatso qui est sorti de prison en 1992 n'était pas le même que celui qui est entré en 1959. 33 ans d'enfer ne peuvent pas laisser intact, mais ils ne l'ont pas non plus détruit, car il a accepté la mort de qui il était. Et quand les psychiatres occidentaux lui ont demandé « Mais comment vous avez survécu ? Comment n'êtes-vous pas devenu fou ? Comment pouvez-vous encore avoir de la compassion pour vos tortionnaires ?» Il a simplement répondu « J'ai accepté de mourir, pas physiquement, psychiquement. Le moine que j'étais est mort il y a longtemps, et ensuite j'ai pu vivre différemment, comme quelqu'un d'autre. » Alors voilà le secret des métamorphoses radicales. Ce n'est pas une amélioration, c'est une mort acceptée, suivie d'une renaissance. Et Leonard Cohen, qui lui-même a vécu plusieurs morts et renaissances, chantait. Non, je te rassure, je vais pas chanter. There is a crack in everything, that's how the light gets in. Il y a une fissure en toute chose, c'est par là que la lumière entre. Et ces fissures ne sont pas des échecs, ce sont des ouvertures. Alors peut-on vraiment devenir quelqu'un d'autre ? Oui, mais seulement si tu acceptes de mourir d'abord. Et cette mort ne sera ni douce, ni rapide, ni agréable. Elle sera terrifiante, chaotique, douloureuse. Elle exigera que tu lâches prise sur tout ce que tu croyais être. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un. Et quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Un autre toi, mais pas celui que tu connais. Celui que tu peux devenir. Peut-être. Je ne sais même pas si c'est vraiment souhaitable. Alors, d'ici le prochain épisode, je t'invite à une mission peu évidente. Identifie une partie de toi qui est déjà morte, mais que tu continues à faire semblant d'être. Une toute petite partie, je parle pas de dissoudre ton moi complètement. Je parle peut-être d'identifier simplement une croyance que tu ne crois plus vraiment ou qui n'est vraiment plus utile, ou peut-être un rôle que tu joues par habitude, ou une version de toi qui n'existe plus que par inertie. Et demande-toi, qu'est-ce qui t'empêche de l'enterrer dignement, cette partie-là ? La nonne bouddhiste Pema Chodron enseigne. Rien ne disparaît jamais avant de nous avoir enseigné ce que nous devons savoir. Ce que tu fuis en toi n'attend peut-être que d'être connu pour enfin mourir et te libérer. Avant de te laisser, si ton cerveau aime les données autant que moi, abonne-toi à la newsletter. C'est une extension du podcast où on y développe plein d'autres choses. Si ton inconscient préfère les histoires, retrouve-moi sur Instagram à maeva.hypno.
Et si tu sens que tu es prêt à laisser mourir une version de toi pour qu'une autre puisse naître, tu sais où me retrouver. Au cabinet, en visio, et si tu veux juste en parler, les appels découvertes sont faits pour ça. Tous les liens sont en description. Dans le prochain épisode, nous aborderons une question que nous n'avons pas encore posée. Une question certes un peu dérangeante. Une question qu'on préfère souvent éviter. Et si tout ne pouvait pas changer ? Et si peu importe combien de fois tu mourrais et renaissais, il y avait des parts de toi qui resteraient là, pour toujours. Des parts câblées si profondément dans ta biologie, dans ta génétique et dans ton système nerveux, que même la transformation la plus radicale qui soit ne les touchera pas. Car oui, Palden Gyatso a survécu grâce à sa compassion. Mais pourquoi lui a développé cette compassion ? Et pas tous les autres milliers de moines qui sont devenus fous ou se sont suicidés dans les mêmes prisons. Et Anita qui a vécu une expérience de mort imminente transformatrice. Mais pourquoi elle en est ressortie libérée et pas tous les autres ? Car il y a quelque chose sous les transformations. Il y a quelque chose d'immuable, il y a un tronc, une fondation, un câblage neurologique de base. Alors nous tenterons de répondre à cette question. Et si tu passais ta vie à essayer de transformer ce qui ne peut pas l'être ? Eh oui, alors dans le prochain épisode, je vais te dire quelque chose que tu ne veux probablement pas entendre. Quelque chose qui va briser peut-être certaines illusions. Cette idée que certaines parts de toi ne changeront jamais. Pas parce que tu n'essayes pas assez, pas parce que tu n'as pas trouvé la bonne méthode, mais parce que c'est biologiquement, génétiquement, neurologiquement impossible. C'était Maëva, et je te retrouve très bientôt pour explorer ce qui ne changera jamais. Et pourquoi ? C'est une très très bonne nouvelle. Alors d'ici là, prends soin de toi, et pense à toutes ces choses en fait qui sont déjà très très bien en toi aussi.